Après Goma, Bukavu, les chefs-lieux des deux provinces du Kivu sont tombés aux mains des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Comment comprendre cette escalade actuelle dans cette région minée par plus de 30 ans de guerre? Ce conflit très important a causé des millions de morts, a mis en péril l'avenir des milliers de familles, et tout cela dans un silence assourdissant. Pourquoi ce silence a-t-il longtemps duré? Et qui sont ces acteurs, qui sont ces gens qui tirent les ficelles derrière ces conflits? Et surtout, quelle est l'origine de ces conflits sur le plan international? Ici, la foule acclame. Ici, je parle d'histoire afro-africaine, afro-américaine, des révolutions, les grands empires d'Afrique qui l'air d'éclair à travers différents périodes de l'histoire. En gros, si je parle de tout ce qui émane de l'intelligence et la sagesse, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Nous allons faire une analyse du contour de la situation de la crise en Est, la République démocratique du Congo. Rappelons que c'est une question qui se pose sur le droit international public, sur le droit constitutionnel et sur la politique internationale. Alors, puisque la politique ne doit pas être guidée sur base des émotions, mais plutôt sur base des théories, des principes et une vision à long terme, et c'est fait, je vais me baser sur des points très importants en théorie politique, à savoir sur le réalisme et le libéralisme. Le réalisme et le libéralisme sont des points très importants en théorie politique et en relations internationales, mais ils sont différents sur base des origines et des fondations. C'est effectivement ces deux points qui vont donner la lumière sur la situation de la crise en Est de la République démocratique du Congo entre la RDC et le M23, l'AFC et l'Alliance du Congo, soutenue par le Rwanda. Je parle du droit international public qui exige et stipule le respect des textes et des traités internationaux. Au cas contraire, les États peuvent se retrouver en posture de guerre. En l'occurrence ici, le Rwanda, parce qu'il est dit, lorsqu'un militaire étranger se trouve sur un autre sol étranger, sans une coopération internationale en la matière, c'est une déclaration de guerre. Je vais partir du réalisme pour mon analyse. Alors, le réalisme met les pouvoirs au centre pour l'analyse de la politique internationale. Alors, puisque le réalisme considère que les États du monde ont un pouvoir absolu, et c'est fait, le réalisme se focalise sur des États comme des acteurs principaux dans la relation internationale. En outre, le réalisme se repose sur l'idée que les États agissent principalement en fonction de leurs intérêts nationaux et en particulier de leur sécurité. Alors, la combinaison du pouvoir et des États comme des acteurs principaux de la politique internationale ramène à être décrit comme anarchique. Cela veut dire sans aucune autorité supérieure qui impose des règles sur les États. Ça veut dire en d'autres termes que les États sont voués à eux-mêmes et n'a personne à qui ils peuvent se retourner pour obtenir de l'aide en cas de guerre par exemple. Alors dans le même contexte, revenons dans le cas de la guerre de la RDC en Est de la République démocratique du Congo qui oppose la RDC contre le M23 et les AFC soutenus par le Rwanda. Alors, selon le réalisme, nous sommes voués à nous-mêmes à défendre notre intégrité et notre souveraineté sans entendre une intervention étrangère de l'extérieur. Cela veut dire en d'autres termes que le réalisme s'oppose à la communauté internationale et plaide plutôt en faveur de la société internationale. Alors, c'est quoi la communauté internationale? La communauté internationale est un concept ici de la politique internationale. En droit international, on l'appelle l'horizon de régulateur des droits. Alors, selon le réalisme, il est considéré comme une autorité supérieure qui impose des règles aux États. Alors, une théorie dont le réalisme s'oppose farouchement. En ce moment-là, dans la communauté internationale, le premier objectif pour l'horizon de régulateur des droits est la paix, le vivre ensemble, la pacification. Et cette paix, cette pacification, c'est vivre ensemble est régi par des conventions. C'est pourquoi vous pouvez lire dans l'article 19 de la Charte des Nations Unies, on vous parle là des matières qui révèlent des Nations Unies et le mot de saisie lorsqu'un État membre des Nations Unies, c'est ça,
attaqué, se sent vexé par un autre État. Alors en ce moment-là, les Nations Unies comme une communauté internationale allait devoir devenir en aide à un État faible. C'est pourquoi vous avez vu les Congolais louer les efforts du ministre des Affaires étrangères à l'ONU, Madame Thérèse Wagner. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. Mais c'est une démarche qui n'émane pas du réalisme, qui émane plutôt du libéralisme. Mais alors, il y a une question qui s'est posée ici. Est-ce logique pour les grands Congo être considéré comme un pays faible, comme un acteur faible parmi les pays membres des Nations Unies? Parce qu'il y a une typologie d'acteurs en relations internationales qui s'y font au niveau international. Nous avons des acteurs puissants, nous avons des acteurs moins puissants, et puis nous avons des acteurs faibles. Et malheureusement, actuellement, pour la RDC, nous sommes considérés comme des acteurs faibles en relations internationales. Par contre, cette démarche de la diplomatie en relations internationales, de la saisie des Nations Unies dans son article 19, par exemple, en l'occurrence ici, la RDC, en cas de guerre, émane plutôt du libéralisme en relations internationales dans un système anarchique, puisque le réalisme admet l'anarchie, cela veut dire les pouvoirs et les États du monde comme des acteurs principaux dans la relation internationale, mais il met plutôt l'accent sur la coopération, sur les institutions internationales, entre autres les Nations Unies, sur l'interdépendance économique comme moyen pour limiter les conflits. Le réalisme plaide plutôt en faveur de la société internationale. Alors, c'est quoi la société internationale? La société internationale, c'est lorsque les États agissent en dehors de la communauté internationale. Cela veut dire en dehors des textes signés par ces conventions, par ces organisations internationales mises en place. La société internationale n'est pas à confondre avec la communauté internationale. La société internationale, c'est la décision, c'est la réaction, c'est la protection des intérêts des États. Aucun État ne peut prétendre privilégier les intérêts d'autres États et mettre en péril ses propres intérêts. Même lorsqu'un État est ratificataire de plusieurs conventions, de plusieurs traités, notamment de la Charte des Nations Unies qui veille pour la paix, pour la sécurité internationale, lorsque vous touchez à son intérêt, lorsque vous touchez à sa sécurité, ils vous attaquent multiplement. Ils oublient carrément qu'ils sont ratificataires, qui viennent de signer ces traités internationaux. Ce qui fait que dans un système international anarchique, la puissance militaire sera toujours centrale, dans le sens où aucun État ne peut compter sur d'autres États pour lui venir en aide en cas de guerre. Cela veut dire en d'autres termes qu'aucun État ne peut être privé de ses ressources militaires. Alors, dans le cadre, dans le contexte de la guerre en Est de la République démocratique du Congo, le réalisme s'oppose farouchement à toute coopération militaire, à toutes ces interventions extérieures, entre autres, les casques bleus des Nations Unies et la force des brigades d'intervention de l'Union africaine, de la force militaire de la SADC et tant d'autres forces extérieures. Les dilemmes de sécurité entre la RDC et le Rwanda, nous pouvons les situer au niveau de la communauté internationale, puisque dans la communauté internationale, nous pouvons identifier trois catégories d'acteurs. La première catégorie d'acteurs que nous pouvons identifier dans la communauté internationale sont des acteurs qu'on appelle des acteurs géostratégiques. Qui sont les acteurs géostratégiques? Les acteurs géostratégiques sont les acteurs qui sont les plus puissants, qui ont
une économie stable, qui sont militairement forts, qui sont diplomatiquement forts. Ici, nous faisons allusion aux 5 membres permanents du Conseil des Nations Unies, à savoir la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. La deuxième catégorie des acteurs que nous identifions dans la communauté internationale sont les acteurs qu'on appelle les acteurs géopolitiques. Qui sont les acteurs géopolitiques? Alors, les acteurs géopolitiques sont les acteurs qui ne sont pas très puissants, qui ne sont pas économiquement très stables, qui ne sont pas militairement forts, qui ne sont pas diplomatiquement très forts. Ici, nous faisons référence au Rwanda, mais ces acteurs géopolitiques, ils peuvent être utilisés par des acteurs géostratégiques pour faciliter la guerre. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, vu la distance qui sépare les acteurs géostratégiques et la RDC, puisqu'il y a des États aux milliers qui peuvent subir les conséquences de la guerre comme des victimes collatéraux, ce qui constitue d'autres infractions, alors les munitions et les arsenaux d'armes de guerre de ces acteurs géostratégiques descendent au Rwanda comme acteur géopolitique et le Rwanda fait la guerre à la RDC. La dernière catégorie des acteurs qu'on identifie dans la communauté internationale sont les acteurs qu'on appelle les acteurs géoéconomiques. Alors ici, bien évidemment, nous faisons référence à la RDC. Qui sont les acteurs géoéconomiques? Les acteurs géoéconomiques sont les acteurs qui sont dotés de la puissance extraordinaire en termes de minéraux. Cependant, nous sommes faibles. Nous n'avons pas une autonomie stable, nous n'avons pas une économie stable, nous ne sommes pas militairement forts, nous n'avons pas une diplomatie agissante et par conséquent, nos minéraux profitent aux acteurs géostratégiques. Alors, puisque le Rwanda n'est pas un acteur géostratégique, c'est-à-dire le plus puissant, alors comment est-ce que le Rwanda met en péril notre sécurité? Comment est-ce qu'il pille nos ressources? Puisque dans la pratique, une partie de nos ressources naturelles transite illégalement vers le Rwanda. Qui dit la logique? La logique dit que si les prémices sont vraies et que le raisonnement est valide, alors la conclusion doit être vraie. Prémisse 1. Le Rwanda n'est pas un acteur géostratégique. Prémisse 2. Le Rwanda pille nos ressources. Alors la conclusion logique, il y a derrière le Rwanda des acteurs géostratégiques. En outre, c'est quoi le rôle et la mission régalienne d'un État? Le rôle et la mission régalienne d'un État, c'est d'exister et de dominer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne pouvons pas empêcher le Rwanda de dominer. C'est plutôt à nous, la RDC, de nous équiper, de nous outiller, de nous doter des mécanismes de défense pour pouvoir se défendre. Puisque, selon le réalisme, le pouvoir est central. Cela veut dire quoi? Que le pouvoir militaire et économique détermine la sécurité et l'influence des États. De ces faits, les États s'efforcent de maximiser leur pouvoir pour assurer leur survie. Le Rwanda a toujours travaillé son bilan de sécurité dans un système anarchique international et en essayant d'atteindre sa sécurité, cela veut dire développer son armée, ce qui constitue une insécurité pour nous, associée surtout avec l'obsession de nos richesses dans la partie Est. Et comme conséquence, il n'y a même pas l'équilibre des pouvoirs. Et comme conclusion, c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de devenir réellement un État. C'est à nous de nous outiller. C'est à nous de nous doter des mécanismes sophistiqués de défense pour mettre fin à cette guerre qui a duré plus de 30 ans, qui a causé des millions de morts, qui a hypothéqué l'avenir des milliers de familles. Nous sommes un grand Congo, nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation.